Le temps mort, ça marche bien au bout de 2 minutes. 2 minutes, ça suffit, en gros. 5 minutes maximum. Mais voilà, il faut juste qu'il y ait une rupture, finalement. Un comportement entraîne une période d'isolation. Et à partir du moment où le cerveau de l'enfant il a capté ce lien de cause à effet, il l'a capté. C'est pas la peine que ça dure éternellement. Hey hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go! L'éducation des enfants est au centre des débats depuis plusieurs années en France avec 2 visions assez clivantes qui se dégagent. Celle où l'autoritarisme prime avant tout avec un retour au temps de nos parents pour cadrer, je mets des guillemets, nos enfants qui seraient tous devenus des enfants rois à force de ne rien leur imposer, ou celle qui prône la bienveillance et le respect avec parfois ses travers où les besoins des parents ne sont pas assez pris en compte. Je caricature bien évidemment, mais c'est un peu le climat en France en ce moment. Franck Ramu, directeur de la recherche au CNRS, qui dirige l'équipe développement cognitif et pathologie, publie régulièrement sur son blog Ramu Méninge les mises à jour des études scientifiques sur le sujet. Avec un regard de chercheur qui tente de vulgariser des approches complexes, Franck Ramu a voulu recentrer les débats au-delà du clivage éducation bienveillante et autoritaire. Il a préfacé le livre d'Alan Kasdin, professeur de psychologie et pédopsychiatrie à l'université de Yale, qui définit son approche comme celle d'une méthode éducative basée sur les preuves. Dans cet épisode, on aborde le sujet du time-out et de sa réelle définition. On se penche un peu plus sur l'efficacité des punitions ou non, sur le renforcement positif et ses effets bénéfiques, mais aussi sur la meilleure façon d'apprendre pour les enfants et la problématique des écrans ou non d'ailleurs. Cet épisode peut vous challenger dans votre perception de l'éducation, comme ça peut l'être pour moi, et c'est tant mieux. On a tous besoin de se remettre en question de temps en temps et de ne pas rester planté sur nos convictions. Mais surtout n'oubliez pas, vous êtes le meilleur parent pour votre enfant. Seul vous savez ce qui est bon pour lui ou pour elle. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Franck. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans le podcast de La Matrescence parce qu'on s'adresse aux parents et vous faites un très grand travail de vulgarisation de la science à l'égard des parents. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous dirigez l'équipe développement cognitif et pathologie. Déjà, ça veut dire quoi? Et on parle de quoi? Disons globalement, je m'intéresse au développement cognitif de l'enfant. Donc, qu'est-ce qui fait que un nouveau-né à la naissance qui sait à peu près rien faire, qui comprend rien, qui parle pas, qu'est-ce qui fait qu'en quelques années, finalement, il va devenir un être humain qui parle, qui comprend, qui apprend, qui bouge. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de ce nouveau-né à la base qui lui permet de faire ces acquisitions spécifiques à l'être humain?
Voilà, et quels sont les facteurs qui créent des différences dans le développement entre les enfants, qui font que certains vont apprendre à parler plus vite que d'autres, que certains vont pas apprendre à parler, que certains vont avoir du mal à apprendre à lire à l'école, ou à apprendre à écrire, ou à apprendre les maths, etc. Donc les sources des différences individuelles. Donc voilà, je m'intéresse à tous les facteurs qui influencent le développement de l'enfant, à la fois les variations dans le développement normal et puis les variations plus pathologiques, donc les troubles du développement comme l'autisme ou la dyslexie, les troubles du langage. Pourquoi est-ce que vous, personnellement, vous êtes intéressé à ce sujet ? Parce que c'est un sujet super intéressant. C'est difficile à expliquer, mais effectivement, dès que j'ai démarré dans la recherche, j'ai été attiré par un laboratoire qui travaillait sur les premières étapes du développement du langage chez l'enfant. Et j'ai passé une bonne partie de ma thèse à tester des nouveau-nés et la perception auditive de la parole par le nouveau-né. Et voilà, j'ai toujours trouvé ça... Enfin, j'ai pas toujours, mais à partir de ce moment-là où j'ai été exposé à ce sujet-là, j'ai vraiment trouvé ça passionnant d'essayer de comprendre. Voilà, en fait, c'est magique finalement quand on regarde les premières années de vie d'un enfant. Au début, il fait rien. En 2 ans, il parle. En 3 ans, on comprend pas comment il apprend tout ça. Alors que finalement, on lui enseigne rien à cet âge-là. À l'école, on lui enseigne des choses, bien sûr, mais les parents, ils enseignent rien. Ils parlent, et puis un jour, l'enfant, il parle. Donc ça, c'est magique, mais c'est magique, mais ça marche pas avec les chimpanzés. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans le cerveau humain qui fournit au bébé des prédispositions pour ses apprentissages. Et c'est quoi ce quelque chose de spécial ? C'est qu'on n'est pas la même espèce que les chimpanzés, donc on a un génome humain qui n'est pas la même chose que le génome des chimpanzés, même si on partage beaucoup avec eux, et qui structure notre cerveau d'une manière différente de celui des chimpanzés et de tous les autres primates. Donc on a un cerveau plus gros, on a un cerveau plus complexe, et du coup, d'une manière qu'on ne comprend pas encore vraiment, mais le génome humain contient un plan de fabrication du cerveau humain qui est particulier et qui lui donne certaines prédispositions, certaines fonctionnalités qui font que s'il est exposé à un langage humain, il va apprendre à parler, quoi qu'il arrive. Ça fait combien d'années que vous vous intéressez à ce thème ? Ça fait depuis 1996, donc ça ne rajeunit pas, ça fait 28 ans. Voilà. Bientôt 30 ans, donc ça fait 3 décennies quasiment que vous vous intéressez à ce sujet. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans vos recherches ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois que ce qui m'a le plus fasciné, finalement, c'est le développement des travaux en génétique à partir des années 2000. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, on se disait il doit y avoir quelque chose d'inné dans le nouveau-né humain qui lui fournit ses prédispositions à apprendre à parler, etc. Mais quand on disait quelque chose d'inné, c'était quelque chose d'extrêmement abstrait. On se doutait bien que c'était dans l'ADN, mais de là à dire quoi, comment, etc., on n'en savait rien. Et ce qui a été fascinant, c'est finalement à partir du séquençage du génome humain à la fin des années 90, et puis le développement des outils de biologie moléculaire qui ont finalement fourni la possibilité de faire de la génétique quasiment dans tous les labos du monde. On a vu arriver des outils qui permettaient de poser les questions. Et voilà, au cours des 2 dernières décennies, ça a été une explosion de recherche en génétique. Et aujourd'hui, on est capable de poser des questions qu'on n'imaginait même pas il y a 30 ans, quoi. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. C'est-à-dire, quel genre de questions ? Chercher des variations génétiques qui sont impliquées dans les causes de l'autisme ou de la dyslexie, par exemple. Mais même si on ne parle pas de troubles, mais juste entre vous et moi, voilà, on a des capacités, des prédispositions un petit peu différentes qui sont dues au fait qu'on a des génomes différents. Et donc, arriver à aller chercher dans le génome, finalement, quelles sont ces variations qui nous rendent différents, tous différents les uns des autres. Finalement, c'est un peu ça qui est intéressant chez l'humain. Enfin voilà, on fait tous partie de la même espèce, donc d'une certaine manière, on est tous similaires, on est tous pareils, voilà, on a tous le même plan, mais en même temps, on est tous différents. Donc voilà, on est tous similaires parce qu'on a tous le génome humain, mais on est tous différents parce qu'on a tous des versions un petit peu différentes du génome humain. Et puis bien sûr, à ça, vous rajoutez qu'on grandit tous dans des environnements qui sont en partie différents. Et donc ça aussi, ça participe à nos différences. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'être humain, il est juste pré-câblé génétiquement et puis c'est fini. Évidemment, dès la naissance, même avant la naissance, il grandit dans un environnement. Il est soumis à une grande quantité de facteurs, à la fois biologiques, sociaux. Et évidemment, ça aussi, ça va moduler la manière dont son cerveau il structure et de comment il se développe. Alors, vous vous intéressez aussi particulièrement à la parentalité, à ce qui fait tout le domaine de l'éducation. Et
vous le précisez souvent dans les médias, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques, finalement, qui se sont intéressées à ce domaine. Ce n'est pas seulement des théories autour de l'éducation, il y a de la science derrière. Qu'est-ce qui est important de retenir que la science dit sur l'éducation ? L'éducation, c'est un vaste sujet, évidemment. Il y a plein d'aspects dans l'éducation. Mais pour dire les grandes généralités, en gros, un enfant va se développer bien s'il grandit dans un environnement qui est favorable, qui est affectueux, où il est en bonne santé, où il est bien traité, où il est plongé dans un environnement langagier riche, etc. Voilà, je pense que tout le monde a à peu près correctement à l'esprit ce qui constitue un environnement favorable pour le développement de l'enfant, et on connaît aussi très bien ce qui est à l'opposé, c'est-à-dire les environnements qui seront très défavorables. Donc voilà, ça je pense que j'apprends rien à personne de ce point de vue-là. Après, les questions que se posent les parents, il y en a beaucoup, souvent qui ont trait au comportement de l'enfant, c'est-à-dire que de manière générale, les enfants ne se comportent pas toujours comme on voudrait qu'ils se comportent. Ça fait partie de la nature de l'enfant. Parce que les enfants sont des enfants et les adultes sont des adultes. Et les adultes ont certaines idées sur la manière dont il faut se comporter qui ne sont pas exactement les mêmes que les enfants, forcément. Et donc, très tôt, mais même dès les premiers jours, très tôt, le comportement de l'enfant est un peu en conflit avec ce que voudrait le parent. Ne serait-ce que par les pleurs du bébé. Et bon, des fois, le bébé, il pleure à un moment où on n'a pas envie qu'il pleure, par exemple, s'il veut pas dormir, alors que nous, on pense que c'est la bonne heure où il faut qu'il dorme. Bon, voilà. Donc, voilà, les parents et les enfants sont sans cesse en conflit, finalement. Et donc, c'est pas que les parents veulent absolument que l'enfant se conforme à un moule vraiment hyper rigide, mais inévitablement, quel que soit le parent, aussi bienveillant soit-il, il y a des moments où il va vouloir modifier le comportement de son enfant. Et donc, après, voilà, toute la question, c'est comment on le fait. Et à la fois du point de vue de l'efficacité, c'est-à-dire quelles sont les méthodes qui marchent. Si on veut que son enfant se couche le soir et dorme une certaine durée plutôt que de passer la nuit à pleurer, par exemple. Et puis, par ailleurs, quelles sont les méthodes qui non seulement marchent, mais qui sont aussi pas trop mauvaises pour l'enfant. Parce que, évidemment, si les méthodes qui marchent, c'est de lui taper sur la tête, on n'a pas forcément non plus envie de les adopter. Donc, on a une double exigence à la fois d'efficacité et de bienveillance. Et donc, à partir de là, il y a plein d'approches possibles. Et c'est vrai que les approches intuitives qui viennent aux parents sont pas forcément toujours les meilleures. C'est vrai que devant un comportement qui n'est pas celui qu'on attend ou qui nous déplaît, on va assez vite et de manière assez spontanée et intuitive avoir tendance finalement à réprimander l'enfant, à vouloir canaliser son comportement, donc à fournir ce qu'on va appeler dans notre jargon technique des punitions, c'est-à-dire des signaux qui disent à l'enfant « non, ça c'est pas bien, il faut se comporter autrement ». Donc ça peut être purement verbal, ça peut être facial, juste une expression de désapprobation sur le visage, ça peut aller jusqu'à le fait de battre l'enfant. Ça s'est quand même pratiqué très largement jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'était même peut-être la méthode privilégiée d'élevage des enfants, jusqu'à il y a un siècle à peu près. Donc voilà. Donc ça, c'est une méthode particulière, donc une méthode un petit peu autoritaire. Et puis, il y a d'autres approches qui se sont développées, on parle beaucoup de l'éducation positive ces derniers temps, qui essayent d'être plus respectueuses de l'enfant. Et donc après, se pose la question, évidemment, il faut être plus respectueux de l'enfant, mais est-ce que c'est efficace ? Et comment on fait pour être efficace, finalement ? Parce que être bienveillant avec l'enfant, c'est très bien, mais si on n'arrive à rien obtenir de lui et si on n'arrive pas à guider son comportement vers ce qui est attendu, finalement, on n'atteint pas son but non plus. Donc voilà, cette double exigence d'efficacité et de bienveillance, en fait, c'est une espèce de compromis à trouver qui n'est pas si simple que ça et qui ne vient pas si naturellement que ça à la plupart des parents. Certains vont le trouver tout seuls, mais pas tous. Et donc c'est un petit peu pour naviguer ça qu'il y a eu pas mal de recherches pour essayer de comprendre à la fois quelles sont les méthodes de modification ou d'influence du comportement qui sont efficaces et lesquelles sont moins efficaces, et puis tout en restant le plus bienveillant possible. Est-ce que les études scientifiques ont démontré que être violent envers un enfant,
ça avait des impacts néfastes? Ou est-ce que c'est juste une notion commune de respect du corps parce que la violence est bannie qu'on a instauré ça? Ou est-ce que vraiment c'est prouvé scientifiquement? Donc, il y a clairement des études qui montrent qu'il y a une corrélation entre le fait pour un enfant d'être maltraité et le fait d'avoir à l'adolescence et à l'âge adulte tout un tas de troubles, alors qui peuvent être des troubles de type psychiatrique, donc dépression, troubles anxieux, mais aussi troubles du comportement, etc. Donc voilà, il y a une corrélation. Et donc après, une fois qu'on a dit il y a cette corrélation, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Parce que d'une part, ça ne dit pas forcément qu'il y a un effet causal de la maltraitance. C'est-à-dire que les enfants qui sont maltraités ont des parents qui ne sont pas les mêmes que les enfants qui ne sont pas maltraités. Ces parents, ils sont maltraitants aussi parce qu'ils ont certaines prédispositions, et ces prédispositions peuvent être aussi transmises à l'enfant, et après peut-être que les troubles qu'exprime l'enfant, c'est le résultat de ces prédispositions. Donc c'est ce qu'on appelle une confusion entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux, qui fait qu'il ne suffit pas d'observer la corrélation pour dire « Ah, c'est sûr, les enfants maltraités, ils deviennent comme ci ou comme ça ». Cela dit, bon, il y a quand même de bonnes raisons de penser que oui, la maltraitance a un effet causal sur le développement de l'enfant. Par contre, on peut l'affirmer avec certitude que, voilà, pour la véritable maltraitance, c'est-à-dire les cas extrêmes, le fait de donner une fessée un jour à un enfant, on ne va pas pouvoir dire que ça a un impact toxique sur son cerveau, comme on le dit parfois. Donc voilà, la maltraitance, aucun doute, a un effet négatif. Après, des variations, on va dire, normales dans le caractère autoritaire des parents, pas forcément. Bon, il y a un concept qui est utilisé qu'on appelle harsh parenting, donc la parentalité très autoritaire. Ça, effectivement, voilà, dur. Ça a l'air d'être associé aussi avec des résultats plutôt négatifs du côté des enfants. Pas seulement du point de vue, pas seulement parce que c'est une parentalité qui est violente, ne serait-ce que verbalement, mais aussi parce que c'est une parentalité qui n'est pas forcément perçue comme étant très cohérente de la part de l'enfant et très logique finalement. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont arbitraires, qu'il faut pas enfreindre, etc. Mais finalement, du point de vue de l'enfant, il faudra de toute façon lui imposer des règles. Hein, il n'y a pas tellement d'alternatives, mais c'est plus satisfaisant, épanouissant pour l'enfant si ces règles sont d'une part logiques, c'est-à-dire qu'il comprend pourquoi elles lui sont imposées, et éventuellement si elles sont dans une mesure négociée avec l'enfant, c'est-à-dire bon ben voilà, dans notre famille on se comporte comme ci ou comme ça parce que ben voilà, toi non plus t'as pas envie d'être tapé, toi non plus t'as pas envie qu'on te pique tes jouets, etc. Donc on va faire en sorte que on fait pas subir aux autres ce qu'on n'a pas envie de subir, etc. Donc voilà. On peut avoir envie d'imposer certaines règles à l'enfant, mais il y a différentes manières de les lui faire accepter. On n'est pas obligé de les imposer par la force, finalement. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre d'imposer des choses par la force, bon, c'est rarement la meilleure méthode. Est-ce qu'il y a des études sur l'impact de la parentalité menée par la peur, la menace, et qui auraient des effets néfastes, où on n'arrive pas encore non plus à tout déterminer? Bah, disons, pour moi, c'est ce que je qualifiais de harsh parenting, donc la parentalité, on va dire, dure ou autoritaire. Où il y a menace régulièrement Oui, voilà. Okay. Après, voilà, je pense pas qu'on va pas forcément dire que ça induit de la psychopathologie, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, à la fois pour l'enfant, mais aussi pour les comportements qu'on a envie de promouvoir chez l'enfant. Parce que finalement, voilà, c'est aussi un peu tout ce que nous montrent ces recherches, c'est que juste la punition, finalement, ça n'enseigne pas à l'enfant comment il faut se comporter. En fait, toutes ces recherches, elles partent tous les résultats que je vais décrire, ça part de recherches qui remontent à de nombreuses décennies sur l'apprentissage du comportement. Et le fait que, voilà, quand on manifeste un comportement et que derrière, il se passe quelque chose de positif, eh bien, ça va renforcer ce comportement, donc il va se répéter plus souvent. Et si derrière un comportement, on a quelque chose de négatif, donc par exemple de la douleur, ou simplement la peur. De la peur, ou une réprimande, une désapprobation, etc. Donc ça, on appelle ça une punition, techniquement. Eh bien, ça va diminuer l'occurrence du comportement. Mais donc,
quand l'enfant se comporte d'une manière indésirable, si on le punit immédiatement derrière, effectivement, ça va avoir tendance à stopper ce comportement. Mais en même temps, sur le long terme, ça a peu d'effet sur sa probabilité de revenir. Pourquoi ? Parce que la punition en soi, ça ne lui enseigne pas comment il faut se comporter mieux. Et par ailleurs, peut-être qu'on a déjà dit à l'enfant comment il faut se comporter. Mais le fait qu'on lui ait dit, et que même il l'ait entendu et qu'il l'ait compris, ça ne lui suffit pas forcément pour adopter ce comportement. Parce qu'il y a une différence entre savoir et faire, entre savoir et pouvoir. Donc même les enfants qui ont bien compris quel est le comportement à adopter, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver en fait. Et donc il y a tout un tas d'enfants dont on se rend compte que en fait, si on ne les aide pas, ils ne vont pas arriver à adopter les bons comportements. Et donc le comportement, ça s'apprend. Et ça peut s'apprendre de manière explicite si les enfants ne l'acquièrent pas de manière implicite et spontanée, on va dire. On va en parler un petit peu après. Vous expliquerez bien ce que c'est le renforcement positif et comment on peut le mettre en place. J'écoutais une interview de vous sur France Inter où vous débattiez avec Didier Pleu qui est psychologue. Et à un moment, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous disiez que l'éducation française bienveillante, édulcorée, c'est pas ça qui marche. Vous voulez dire quoi dans l'éducation bienveillante et édulcorée ? Parce que je crois que vous faisiez référence à ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'on a pris. Parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça, de ces types d'éducation. Donc, éducation bienveillante et édulcorée en France, ça correspond à quoi ? Oui, c'est pas forcément propre à la France. Je pense que le courant existe partout. Mais effectivement, il y a eu tout un courant d'éducation positive qui a émergé en réaction aux excès de l'éducation autoritaire. Donc avec une exigence de bienveillance totale, etc. Ce qui est très bien, et qui part évidemment d'une bonne intention. Et après, ce qui est en cause, c'est finalement, est-ce que les méthodes qui sont proposées marchent bien, finalement ? Donc c'est vrai que des fois, on lit des recommandations qui sont que à chaque fois que l'enfant veut pas ou fait un comportement indésirable, alors il faut s'asseoir avec l'enfant, il faut lui expliquer par le début, etc. Et tout le temps expliquer et ne jamais empêcher l'enfant de faire quelque chose, ne jamais nier quoi que ce soit. Enfin, et quand on voit l'empilement de ces recommandations, on se dit « Waouh, mais est-ce que ça marche ça ?» Ça paraît très bien intentionné, mais finalement, si on doit autant restreindre finalement la marge de manœuvre, on voit vite des situations où ça va pas marcher du tout, quand l'enfant pique une crise. Enfin, bon. Donc c'est pour ça que je dis que une certaine version de l'éducation positive a clairement une efficacité limitée, en tout cas avec certains enfants qui sont un peu plus difficiles que la moyenne. Et là, évidemment, tous les enfants sont extrêmement variables. Il y a des enfants, on peut les élever n'importe comment, ça ne changera rien, en fait. Ils sont faciles. Voilà, ils sont faciles. Donc là, il n'y a pas de mérite. Là, on a tiré au loto le bon numéro. Exactement. Mais donc, voilà, tout le monde n'a pas ces enfants-là. Et les autres, il faut trouver des moyens de les gérer quand même. Et juste s'asseoir et expliquer, réexpliquer, encore réexpliquer, ça ne va pas suffire. Donc, c'est là que je trouve que une certaine version de l'éducation positive rencontre quand même ses limites. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, si on retourne aux sources, c'est-à-dire aux recherches qui ont fait émerger ce courant d'éducation positive, en fait, ces recherches ne disent pas du tout qu'il faut jamais dire non à un enfant, qu'il faut jamais le punir, qu'il faut jamais le contraindre. Non, elles disent que c'est plus efficace de procéder plutôt par la récompense. Et elles disent que si on est obligé de punir ou de contraindre, alors il vaut mieux le faire d'une certaine manière pour que à la fois ça soit efficace et que ça ait pas trop d'effets indésirables. En fait, c'est juste qu'on a mal appliqué certains principes qui ont été énoncés et qui avaient des recommandations. C'est vrai que c'est souvent fait comme reproche à l'éducation positive bienveillante il n'y a pas de cadre. Bon, personnellement, j'avais jamais lu que c'était il faut pas mettre de cadre, et il y a beaucoup de parents qui se sont perdus là-dedans, à avoir peur de dire non, à avoir peur des pleurs, des cris, de l'opposition de l'enfant, et c'est là où vous dites il faut recentrer à des choses plus logiques. Oui, absolument. Disons, c'est un petit peu ce qui est sorti au moment du débat sur le time-out, où effectivement, voilà, il y a tout un courant de l'éducation positive qui l'avait proscrit, alors que les recherches qui étaient derrière ne disaient pas ça du tout, en fait. Donc
Donc, je ne pense pas que l'éducation positive n'ait pas de cadre, mais qu'elle fournit des outils qui peuvent s'avérer insuffisants. Et en fait, la recherche a fourni une plus grande gamme d'outils dans lesquels on peut puiser. Alors, le time-out, justement, ça a été un grand débat en France l'année dernière. Beaucoup dans les médias, il y a deux courants qui s'opposent complètement. Mais déjà, est-ce qu'on peut revenir à ce que c'est le time-out qui a été... Vous avez fait la préface du livre de Alan Kasdin, où vraiment c'est explicité. Peut-être qu'on l'a peut-être pas bien compris en France. Oui, en fait, ça n'a jamais été un outil très privilégié en France. Ça a été très utilisé aux États-Unis. En France, c'est pas tellement rentré dans les mœurs, j'ai l'impression. Hein. Et bon, de fait, c'est pas non plus l'ingrédient principal des méthodes qu'on a envie de promouvoir. C'est juste un outil parmi d'autres. C'est pas le plus important, mais c'en est un quand même qui peut être utile parfois, et donc ça vaut la peine de le connaître. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une période de temps où finalement on va priver l'enfant de tout renforcement, de toute stimulation positive. D'ailleurs, l'expression complète, c'est time out from positive reinforcement. Donc, c'est temps mort de tout renforcement positif. Donc, l'idée, c'est que les comportements de l'enfant, y compris les comportements indésirables, s'ils existent, c'est parce qu'ils sont là pour une bonne raison. Et souvent, ils sont renforcés par quelque chose. Pour donner un exemple simple, un enfant qui vole quelque chose, ce comportement, il est renforcé par le fait qu'il acquiert la chose qu'il a volée. Donc ça, c'est un peu évident. Mais des choses qui peuvent sembler plus inexplicables, un enfant qui pleure beaucoup ou qui fait des crises, on ne voit pas trop ce qu'il en retire, mais en fait, ce qu'il en retire, c'est l'attention des autres, et notamment l'attention des parents. Et donc, du coup, à chaque fois que l'enfant pleure ou l'enfant pique une crise et le parent se précipite pour réagir à ça, en fait, il renforce ce comportement. Et c'est pareil pour les enfants qui ne veulent pas dormir et qui se mettent à pleurer. À chaque fois que le parent vient voir dans la chambre, l'enfant, il est récompensé de ses pleurs par le fait que le parent est arrivé. Et du coup, on n'en sort pas parce que du coup, l'enfant ne va pas s'endormir. Il va continuer à pleurer parce qu'il sait que ça va faire venir le parent. Donc, vous voyez, certains des comportements qu'on veut éteindre, finalement, sont renforcés par notre propre réaction. Et donc l'idée du temps mort, c'est d'essayer de casser un petit peu ce lien de cause à effet et de priver, finalement, l'enfant des stimulations qui renforcent ce comportement. Donc, plutôt que... Et y compris, donc, même le fait de s'énerver et de crier sur l'enfant quand il fait une crise, on pense que c'est une punition, mais en fait, ça peut être un renforcement de son comportement. Et donc, le priver de ça, ça peut être mieux, finalement. Et donc, l'idée du temps mort, c'est de le mettre soit dans un coin de la pièce, soit dans une pièce séparée, pendant quelques minutes, de sorte qu'il soit isolé de ces stimulations qui renforcent habituellement son comportement. Et puis, accessoirement aussi, ça donne à chacun le temps de se calmer un petit peu, de redescendre l'activation physiologique qui excite tout le monde. Et puis après, au bout de quelques minutes, on revient trouver l'enfant et on se réconcilie, on peut discuter posément de ce qui s'est passé, etc. Voilà. Après, le truc essentiel, c'est que c'est pas censé durer 1 heure non plus. Donc, ce que les recherches ont montré, c'est que le temps mort, ça marche bien au bout de 2 minutes. 2 minutes, ça suffit, en gros. 5 minutes maximum. Mais voilà, il faut juste qu'il y ait une rupture, finalement. Un comportement entraîne une période d'isolation. Et à partir du moment où le cerveau de l'enfant il a capté ce lien de cause à effet, il l'a capté. C'est pas la peine que ça dure éternellement. Parce que c'est perçu comme une forme de punition, mais il n'y a pas besoin que la punition soit excessivement sévère. Il suffit qu'il ait ressenti que, c'est comme ça que... C'est ça la conséquence qui est associée à ce comportement. Et comment on gère ça ? J'ai du mal à me le représenter quand on veut... maintenir le lien aussi, peut-être parfois les enfants ils sont débordés par leurs émotions et de les isoler, ils savent pas non plus quoi faire avec. Oui, donc il faut juste l'expliquer. Donc déjà pour maintenir le lien, donc faut éviter de s'énerver. Donc de manière générale, y compris quand on est amené à punir l'enfant, parce que des fois on est amené à punir l'enfant, il faut pas le faire sous le coup de la colère. De manière générale, on réagit pas à un enfant avec de la colère, avec de l'excitation, etc. Il faut essayer d'être calme, respectueux,
Et en gros, l'idée, c'est quand on donne une punition, on applique calmement une règle préétablie. Voilà, tel type de comportement, tel type de conséquences. Bon, là, tu fais une crise. Écoute, c'est pas supportable. Donc, tu vas aller t'isoler 2 minutes dans ta chambre. On va se calmer tous les deux. Et puis après, on reprendra notre activité calmement. Donc, on explique en même temps, hein, bien entendu. Il faut que l'enfant comprenne. En principe, il est en âge de comprendre. Oui, donc là, on parle d'enfants qui sont en âge de comprendre. Oui, mais dès 3 ans, il n'y a pas de souci. Ils comprennent ce qu'on leur dit. Mais en gros, on a expliqué une règle en amont. On a expliqué qu'il y avait des conséquences à cette règle si elle n'était pas respectée et que dans le moment venu, on est capable de dire tranquillement, tu vois, là, tu ne respectes pas la règle, donc je vais t'isoler quelques minutes parce que le temps, il est très long pour les enfants. Pour ça que vous disiez, parfois, on recommande des time-outs qui sont beaucoup trop longs. Oui. Donc, de manière générale, les punitions seront d'autant plus acceptables et efficaces qu'elles ont été anticipées. C'est-à-dire que il faut que, en amont, effectivement, l'enfant connaisse les limites acceptables de son comportement et les conséquences s'il les dépasse. De manière à ce que, effectivement, quand il y a infraction, on peut lui dire, écoute, tu as fait ceci, tu as fait cela, la conséquence, c'est ceci, c'est cela, et il n'y a pas besoin de s'énerver. Bon, voilà, c'est conforme à ce qu'on avait convenu, finalement. Et du coup, voilà, d'une certaine manière, c'est déjà plus rassurant pour l'enfant. Et après, dans un autre contexte où tout le monde s'est calmé, alors là, on peut revenir vers l'enfant. Et puis, on peut aussi travailler à enseigner d'autres comportements à l'enfant. Ce qui va être la clé, finalement, si on veut que tel comportement indésirable, telle crise arrête de se répéter, il va falloir lui apprendre à se comporter différemment à chaque fois qu'il éprouvera la frustration ou quelque autre émotion qui déclenche finalement ce comportement. Et je vous disais qu'il y a eu beaucoup de débats autour du time-out l'année dernière dans les médias. Et ce qui était beaucoup pointé du doigt, c'était ce que recommandait Caroline Goldman, d'isoler un enfant de 1 an seul. Et vous l'avez pointé du doigt, ça. C'est pas ça l'utilisation du time-out. Non, donc elle, contrairement à d'autres, effectivement, elle recommandait l'utilisation du time-out, mais elle recommandait son utilisation dans un cadre qui n'était pas le cadre dans lequel il a été développé. Elle vient avec sa vision psychanalytique du développement de l'enfant et elle promouvait une vision de la parentalité relativement autoritaire, on va dire, en tout cas avec l'idée de fixer un cadre assez rigide. Et donc, effectivement, elle prenait une utilisation du time-out assez systématique et assez sévère, c'est-à-dire en allant vers des durées de temps mort qui pouvaient aller jusqu'à une demi-heure. Elle disait même proportionnelle à la gravité de l'infraction. Et alors ça, pour le coup, c'est pas du tout ce que recommandait la recherche sur le temps mort, qui montre que au-delà de 5 minutes, au contraire, on cumule les effets indésirables et ça n'apporte strictement rien ni à l'enfant ni aux parents. Oui, c'est que là aussi, le time-out, on peut l'utiliser en mode tout le monde se calme un peu. Ça fait qu'on n'est pas dans le moment difficile du conflit et qu'on peut un peu reprendre ses esprits. Pour nous aussi, les parents, d'ailleurs, il faut le dire. Bien sûr. De voir ce moment où on peut respirer tranquillement et maintenir ce lien. Et donc, pas laisser l'enfant seul face à ses émotions pendant beaucoup trop de minutes. Oui, bien sûr. Disons, de manière générale, c'est pas parce que l'enfant est seul qu'on a coupé le lien avec l'enfant. Hein. C'est normal que l'enfant soit seul à certains moments et il peut tout à fait le supporter. Même s'il passe les 2 minutes de temps mort à pleurer, c'est pas grave, ça va pas pourrir son cerveau non plus. Hein. Et un enfant peut pleurer pendant quelques minutes. Mais voilà, ce qui compte, c'est que ça se termine et que ça se termine bien. C'est-à-dire qu'après, on retourne chercher l'enfant, on lui dit voilà, là, le temps mort, c'est fini. Maintenant, on termine de se calmer, on peut en discuter, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le time-in. Voilà, on a fait le time-out, on a sorti l'enfant, mais maintenant, il faut qu'il revienne. Et la manière dont on le fait, dont on renoue la relation est importante aussi, bien sûr. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que c'est un outil qu'on peut utiliser, que le but, c'est qu'on n'ait pas à l'utiliser, puisqu'on aurait pu avoir des renforcements positifs avec les enfants avant. Mais vous l'avez bien précisé, il y a des enfants qu'on a tirés au loto où c'est très facile avec eux, et d'autres avec qui c'est plus compliqué de fixer un cadre, et en tout cas du respect des règles.
C'est quoi exactement donc cette méthode avec le renforcement positif? Si vous pouvez nous donner un exemple pour que les auditeurs et les auditrices comprennent. Oui, donc de manière générale, les comportements indésirables, ils vont se déclencher à certains moments pour de bonnes raisons, que le parent ne capte pas forcément, mais qu'il peut apprendre à détecter quand même ou à comprendre. Donc voilà, si l'enfant fait une crise ou il se met à pleurer, c'est soit parce qu'il éprouve une douleur ou parce qu'il éprouve une certaine frustration. Ou bon, voilà. Donc il faut essayer d'identifier un petit peu ces antécédents du comportement. Et du coup, si l'enfant réagit à ces sensations-là d'une manière inappropriée, il faut lui enseigner à réagir d'une manière différente. Puisqu'il n'a pas découvert spontanément une autre manière de réagir. Donc voilà, certains enfants vont le découvrir tout seuls, ou on leur dit une fois et c'est fini, ils vont l'adopter. Et puis d'autres enfants, ils vont jamais le découvrir tout seuls. Donc il faut un peu les prendre par la main et il faut leur expliquer. Alors voilà, si tu es très en colère parce que on t'a refusé quelque chose, alors plutôt que de faire une crise, on va t'entraîner à un autre comportement. Donc ça peut être par exemple, d'abord, je respire 3 fois profondément, parce que voilà, quand la colère monte, juste avant le déclenchement de la crise, en fait, tous les paramètres physiologiques augmentent, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, etc. Et donc en fait, il faut commencer par faire retomber ça. Hein. Donc voilà, respirer lentement 3 fois, dès que l'enfant il commence à sentir ça. Déjà, ça va faire retomber... Pour l'enfant ou pour le parent? Pour l'enfant. Pour le parent aussi, non? Si le parent est dans cette situation aussi, bien entendu, ça marche pour tout le monde. Hein. Donc voilà, on peut enseigner quelques petits trucs comme ça, déjà pour que l'enfant évite de se laisser emballer par sa colère. Et puis, on peut lui dire d'adopter un comportement de diversion, finalement. Je sais pas, à chaque fois que tu sens cette colère, voilà, tu commences par respirer profondément et puis tu prends un bouquin, tu commences à lire ton bouquin, ou tu mets la musique sur les oreilles, ou je sais pas, tu vas dans ta chambre. Enfin, là, il faut voir en fonction de l'âge de l'enfant, de sa personnalité, du contexte, etc., ce qui paraît le plus approprié comme comportement de diversion. Ou simplement ne rien faire, ou plutôt ça peut être simplement formuler les choses de manière calme vis-à-vis de la personne qui t'a énervé, par exemple. Donc voilà, plutôt que de taper ton frère quand il t'a poussé, tu respires profondément et puis tu lui dis pourquoi tu m'as poussé. Et donc ça paraît trivial, mais en fait certains enfants vont pas y arriver spontanément, et donc on peut simplement les entraîner à ça en faisant des petits jeux de rôle. Voilà, d'abord, on explique bien à l'enfant ce qu'il faut qu'il fasse dans quelles circonstances. À froid, quand il n'y a pas eu de conflit. Oui, ça. Totalement à froid. Totalement à froid. Bon, et puis maintenant, on va faire un petit jeu de rôle. Donc, imagine, moi, je suis ton frère. Paf, je te pousse un petit peu. Et donc, on entraîne l'enfant à réagir d'une manière appropriée. Et au début, peut-être, il ne va pas y arriver. Et là, ce qui est important, c'est à chaque fois qui fait un progrès dans la bonne direction, alors là, on le récompense. Et récompenser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le félicite, on sourit, on lui donne un petit câlin, etc., un bisou. Voilà, de manière qu'à chaque fois que l'enfant fait un pas dans la bonne direction, il va être encouragé, son comportement va être renforcé, et la prochaine fois, il va aller plus facilement dans cette direction, il va aller un petit peu plus loin. Donc voilà, donc ça, c'est tous les cas où l'enfant, il n'a pas le comportement désiré dans son répertoire, il va falloir l'y emmener doucement, par le renforcement positif. Et on n'exige pas dès le départ un comportement parfait, parce que ça ne va pas être très facile, mais on y va progressivement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du modelage, c'est-à-dire qu'on modèle progressivement, gentiment, le comportement de l'enfant dans la bonne direction. À partir de quel âge ça peut marcher, le renforcement positif? Alors ça marche dès la naissance, en fait. Mais il faut l'adapter. Oui, exactement. Il faut que ça soit adapté à l'âge de l'enfant, mais c'est pareil avec un nouveau-né. Si vous lui faites des câlins ou si vous le laissez tout seul, vous voyez que les comportements sont renforcés ou pas. Hein. Donc, typiquement, le comportement de pleurs, qui est un des seuls qui se manifeste clairement chez le nouveau-né, ou les comportements de succion par punition et récompense, par renforcement positif ou pas de renforcement, on peut moduler ces comportements. Donc ça marche en fait chez tous les organismes qui ont un système nerveux en fait.
Et après, voilà, il faut arriver à bien utiliser ça d'une manière adaptée à l'âge de chacun. C'est là où vous disiez que c'est pas si simple quand on est parent d'arriver à trouver l'équilibre entre déjà quel enfant on a en face de nous, premièrement, et adapter en fonction de ses besoins et de ses capacités sur le moment. C'est en permanence un jeu de remise en question et d'essayer de trouver des nouveaux moyens de modeler, comme vous disiez. Oui, bien sûr. Et ça va changer tout le temps de toute façon parce que l'enfant, il grandit, donc ses capacités et son comportement changent naturellement. Et puis parce que si on essaye justement de guider son comportement, du coup son comportement va évoluer aussi. Et donc on est tout le temps amené, on démarre en se disant voilà, tel comportement je vais le récompenser comme ci, et puis tel autre comportement je vais le punir comme ça. Mais comme le comportement évolue, on va être amené tout le temps à modifier finalement la manière dont on réagit aux différents comportements. Mais voilà, il faut prendre le pli. Ça, une fois qu'on a un petit peu compris la mécanique, finalement, ça peut être assez naturel de s'adapter. Mais effectivement, il faut pas pratiquer ce genre de choses sur un mode rigide. Voilà, j'ai tel régime de récompense et tel régime de punition pour chaque comportement de l'enfant et je les applique de manière systématique et rigide. Non, il faut être prêt à s'adapter tout le temps. J'ai du mal avec le mot punition. Je pense que c'est pas tout à fait le sens qu'on en a. Je trouve qu'il est fort parfois pour des comportements qui sont juste inappropriés. Mais c'est votre jargon à vous aussi. Voilà, c'est le jargon de la psychologie. Oui. Donc, ce qu'on appelle une punition, c'est toute conséquence d'un comportement qui va diminuer la probabilité que ce comportement réapparaisse. Et donc, cette conséquence, elle va diminuer le comportement parce qu'elle est perçue négativement par l'enfant. Mais il y a plein de choses qui sont perçues négativement par l'enfant. Le seul fait de faire la moue, c'est une punition, en fait. Et ça, on le fait quand on est parent. Un simple mot de désapprobation, c'est une punition. Donc voilà, à chaque fois que je dis punition, voilà, gardez en tête une moue, une désapprobation, un mot, c'est pas bien, ou voilà, arrête de faire ça. Tout ça, c'est des punitions. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on voit qu'on peut facilement se contenter de toutes ces punitions qui sont extrêmement peu sévères et qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des punitions beaucoup plus sévères. De manière générale, c'est vrai qu'on a souvent en tête cette notion de justice. Dans l'esprit de la justice, la peine doit être proportionnelle à l'infraction. Okay ? Mais en fait, dans la parentalité, on n'est pas en train de rendre la justice. On essaye d'améliorer le comportement de l'enfant le mieux possible sans lui faire de mal. Et du coup, cette notion de proportionnalité, c'est pas du tout un bon guide, en fait. Il faut faire juste ce qu'il faut pour modifier le comportement de l'enfant dans la bonne direction. Si on est en train de punir, surtout pas plus que nécessaire. C'est pour ça qu'on dit le temps mort, on arrête au bout de 5 minutes. Les punitions très sévères, ça sert à rien. En fait, elles sont pas plus efficaces que les punitions moins sévères. Oui, il n'y a pas de notion il n'y a pas d'échelle qui va être plus efficace ou pas. Non. Sur la punition. Puisque, comme vous dites, on n'apprend pas le comportement adéquat à l'enfant derrière. Voilà, ça, de toute façon, il faut le faire. Mais donc, oui, non, la sévérité de la punition ne fait pas mieux apprendre. Des fois, il y a des gens qui justifient un temps mort long en se disant ça lui donnera le temps de réfléchir à son comportement. Rien du tout, il ne réfléchit pas du tout à son comportement. Pendant ce temps-là, il gamberge. Donc, non, toutes les justifications qu'on trouve à la sévérité de la punition sont pas bonnes. Et par contre, les effets indésirables des punitions, eux, ils augmentent avec la sévérité. Donc les effets indésirables, c'est que ça cause de la peine à l'enfant, de la douleur éventuellement, du ressentiment. Et voilà, on n'a pas tellement envie que les enfants aient du ressentiment envers ni leurs parents ni leurs enseignants, d'ailleurs. Et ça peut même engendrer des comportements oppositionnels. Ça peut engendrer aussi de l'anxiété, de la peur chez l'enfant. Donc voilà, il y a tout un tas d'effets indésirables des punitions qu'on a vraiment envie d'éviter. Donc c'est pour ça qu'on essaye de les maintenir au minimum. Et puis ça me fait penser ce que vous dites que au quotidien, on dit beaucoup non aux enfants quand même. Logiquement, on leur explique bien quand là, ça va être dangereux, il ne faut pas le faire. On les empêche. Donc, on leur met un cadre et on les contraint. Mais
à contrario, parfois on oublie un peu de les féliciter ou d'aller dans ce comportement de renforcement positif quand ils arrivent à faire quelque chose de bien, quand ils viennent à table sans qu'on leur ait demandé, sans qu'ils débarrassent leur repas sans qu'on ait demandé quoi que ce soit, quand ils résout un conflit entre frères et sœurs. Ça aussi, ça devrait être un axe de notre parentalité, de se concentrer plus là-dessus. Oui. Alors, je pense que c'est plus un problème pour les enseignants que pour les parents. Parce que, je pense que les parents qui nous écoutent, en tout cas, ils ont l'habitude d'être enthousiastes à chaque fois qu'ils voient les progrès de leur enfant, de les complimenter, de les féliciter, etc. Mais c'est vrai que quand on a des difficultés avec un enfant et qu'on essaye de changer son comportement, en tout cas qu'il y a des comportements qui ne nous plaisent pas, c'est vrai qu'on a tendance à avoir notre attention focalisée sur les comportements qui ne nous plaisent pas et à réagir immédiatement à chaque fois qu'ils apparaissent. Et du coup, donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et du coup, parce qu'on a ce biais, notre attention est tout le temps attirée par ce qui ne va pas, on peut passer à côté des fois où en fait l'enfant se comporte bien, il a fait ce qu'on attendait de lui, mais du coup, comme tout s'est passé bien, on ne l'a même pas remarqué en fait. Ou on l'a remarqué, mais on a trouvé ça normal et on n'a pas pensé que là, il faut lui donner du renforcement. Comme ça va se reproduire encore plus souvent. Donc effectivement, il faut essayer en tout cas dans les situations où il y a beaucoup de comportements indésirables qui attirent notre attention, il faut essayer de faire cet effort à la fois de ne pas réagir tout le temps à tous les comportements indésirables parce qu'on risque de les renforcer par inadvertance, mais en plus de ça, faire un effort particulier pour remarquer les fois où ces comportements indésirables ne se manifestent pas et donc où l'enfant a le comportement qu'on souhaite. Et là, dire « Ah, mais tu vois, là, tu as passé 5 minutes en jouant tranquillement avec ton frère, vous vous êtes pas battus, c'est vraiment super. » Et on leur fait un bisou à tous les deux. Il faut le dire, 5 minutes, des fois c'est long pour 2 enfants sans se taper, c'est bien. Oui, mais après, avec l'âge, peut-être ça sera une demi-heure ou 2 heures. Et ça, il faut adapter à nouveau. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a tout un courant de l'éducation bienveillante et positive qui dit qu'il ne faut pas trop complimenter les enfants? Alors, je sais, j'ai pas forcément entendu ça. Je connais un contexte où c'est vrai, mais c'est pas tellement dans la parentalité en vérité. C'est plutôt dans le contexte de certains apprentissages scolaires. Et donc c'est dans le cas où en fait on veut enseigner aux enfants des choses, où on veut leur faire des tâches, des activités qu'ils vont trouver spontanément intéressantes. Là, si on commence à les récompenser pour qu'ils les fassent, en fait, ça va diminuer leur motivation. Alors qu'au départ, ils étaient spontanément engagés, motivés, etc., curieux. Ils auraient fait tout ça tout seuls sans qu'on leur demande. Mais à partir du moment où on leur dit fais ça et tu auras des bonbons à la fin, tout d'un coup, ça devient moins intéressant. Mais bon, ça, c'est vrai uniquement dans le contexte où on veut faire à l'enfant des activités qu'il trouve spontanément déjà intéressantes. Donc c'est un contexte plutôt scolaire. Dans le cas de la parentalité, il n'y a pas tellement d'inconvénients à complimenter les enfants. Simplement, et ça c'est vrai aussi dans le cadre scolaire, c'est important de complimenter, d'offrir des renforcements positifs sur ce que fait l'enfant et pas sur ses qualités intrinsèques. Il y a peut-être certains parents qui ont un peu trop tendance à complimenter l'enfant sur ce qu'il est. Donc, tu es très intelligent, tu es très beau, tu es très belle, pour citer tous les stéréotypes. Oui, c'est vrai. Mais voilà, à toujours complimenter les qualités de leur enfant plutôt qu'à complimenter ce qu'ils ont fait de bien. Et ça marche, c'est vrai aussi pour les enseignants. Et ça, effectivement, ça peut avoir un léger effet indésirable. Donc, de manière générale, le problème avec le fait de complimenter les qualités de l'enfant, c'est que ça lui donne l'idée qu'il a ses qualités de manière intrinsèque, et donc elles sont acquises une fois pour toutes, et qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose, finalement, pour manifester ses qualités. Et ce qui est pas vrai, en fait, parce que le comportement ou le travail, c'est quelque chose qui demande des efforts au quotidien. Et donc, si on vous dit que vous êtes intelligent et que vous réussissez tout parce que vous êtes intelligent, à quoi bon faire des efforts, finalement ?
Alors que si on vous dit, ah ben c'est bien, t'as passé 1 heure à faire tes devoirs aujourd'hui, bon ben voilà, on a récompensé l'effort d'une certaine manière, et on préjuge pas que l'enfant réussira toujours s'il arrête de faire des efforts. Donc voilà, ça fait partie, c'est surtout ce qu'on recommande aux enseignants finalement de récompenser l'effort et le travail plutôt que la réussite, et de faire ce qu'on leur dit, on leur fait de faire du feedback sur le comportement et sur le travail plutôt que sur la personne. D'accord. Non, c'est intéressant la nuance, parce que ce dont je voulais vous parler, c'est par exemple, notre enfant nous fait un dessin et lui dire « Ah, il est magnifique ton dessin », alors que déjà on le pense pas. Mais au lieu de lui dire « Je vois que tu as fait des efforts d'avoir dessiné, tu as pris du temps, j'adore les couleurs que tu as mises », ça c'est plus efficace pour un enfant que juste lui dire « Waouh, c'est trop beau ». Je sais pas, je pense honnêtement là, je pense on va pas faire du micromanagement des parents non plus. Oui, il faut exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. On est content de le recevoir, le dessin, qu'il soit beau, qu'il soit pas beau. Donc on peut dire ça me fait super plaisir. Voilà, on n'est pas obligé de dire qu'un truc qui est pas beau, c'est beau. On peut contourner. C'est vrai. Vous portez quel regard sur toutes ces oppositions qu'il y a dans les courants éducatifs en France et qui prennent beaucoup de place, mine de rien, dans les médias? Disons, ces débats, ils ont toujours eu lieu. Ils ont lieu depuis des décennies. En tout cas, aux États-Unis, c'est pas nouveau. Moi, ce qui me frappe dans le contexte français, mais bon, je pense que c'est vrai ailleurs aussi, c'est que finalement, en fait, il faut distinguer 2 choses. Il y a les débats scientifiques, où il y a des chercheurs qui essayent de tester différentes théories et qui sont pas forcément d'accord, etc., et qui font des expériences pour essayer de se mettre d'accord, enfin de voir qui a raison et qui a tort. Et puis il y a les débats qui sont joués dans le grand public, qui sont plus des débats médiatiques. Et c'est pas les mêmes en fait. Et donc en fait tout ce qui a agité la France ces dernières années là, ce sont juste des débats médiatiques entre des experts médiatiques. C'est-à-dire voilà, des gens qu'on a mis sur le devant de la scène dans les journaux et à la télé pour disserter sur ces sujets, et qui ont exprimé des conflits entre les opinions des uns et les opinions des autres. Mais tout ceci est assez largement déconnecté des débats scientifiques, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est un peu pour ça aussi que je suis intervenu. C'est que quand je voyais les débats entre les tenants de l'éducation positive et les tenants d'un courant plus autoritaire à la Goldman, je me disais, ni les uns ni les autres, en fait, ils s'appuient sur les recherches scientifiques. Donc c'est un petit peu dommage. À quoi ça sert de jouer ce grand débat médiatique si c'est pas pour finalement en arriver à communiquer au public les résultats des recherches scientifiques. Et ça ne veut pas dire qu'on a tout trouvé dans la recherche scientifique, mais s'il y a un débat scientifique, au moins qu'on en expose les termes, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, quelles sont les incertitudes, plutôt que juste faire des débats d'opinion entre des faux experts, en fait, qui ne sont pas du tout impliqués dans ces recherches. Vous trouvez qu'il n'y a vraiment personne dans les psychologues, dans les docteurs en psychologie qui utilisent la science et qui s'appuient sur les études ? Je pense personnellement à Héloïse Junier, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Héloïse Junier, elle lit les études un peu plus que les autres, effectivement. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai vus en tête de gondole, c'est pas des gens qui sont actifs dans la recherche. Ce sont des gens qui lisent plus ou moins la littérature scientifique. Vous voyez, Caroline Goldman, elle lit que la littérature en psychanalyse, par exemple, donc c'est un petit peu restreint comme source de connaissances. Je sais pas, Catherine Guéguin, elle lit un peu la littérature scientifique, mais d'une manière assez superficielle, et elle lui fait dire des choses qui sont pas toujours ce que disent les études derrière. Donc voilà, c'est ça le problème d'avoir des gens qui vulgarisent des sujets qu'ils maîtrisent pas parfaitement, en fait. Mais c'est difficile de les maîtriser, mais c'est à ça que servent les chercheurs. Les chercheurs, eux, ils font avancer la connaissance dans leur domaine, donc en principe, ils dominent déjà les connaissances acquises. Mais on a besoin de ce travail de vulgarisation, en revanche. Oui, bien sûr. Et il est pas facile. Il y a plein de chercheurs qui maîtrisent parfaitement leur sujet, mais qui n'ont pas du tout envie de faire ce travail de vulgarisation. Donc je suis d'accord qu'il y a une place pour des gens qui font de la bonne vulgarisation scientifique, mais il faut que ça soit de la bonne et pas juste des opinions vaguement appuyées sur les études qu'on a choisies parce qu'elles disaient ce qu'on pensait. Et vous pensez qu'en France, on n'est pas encore à ce niveau-là ? Je pense qu'il y a tout. Voilà, il y a... Comme partout, il y a le pire et il y a le meilleur. Je pense qu'en France, on a surtout des médias
qui ont assez mauvais goût dans le choix de leurs experts, on va dire, et qui ne se rendent pas du tout compte qu'ils ne savent pas identifier les experts d'un sujet scientifique, en fait. Et ça touche pas tellement la physique et la géologie, mais ça touche surtout les disciplines qui sont plus des sciences humaines et sociales, où finalement, on a tendance à croire qu'un expert, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin en français sur le sujet. Ce qui n'est pas du tout vrai, en fait. Vous voyez, moi, j'ai jamais écrit aucun bouquin en français sur le sujet, mais parce que les chercheurs, en fait, ils publient dans des revues scientifiques internationales, ça n'a rien à voir, vous ne les voyez pas, tout ça. Mais en fait, qui écrit des bouquins en français? Et en fait, tout le monde peut écrire des bouquins en français. Vous allez dans une grande librairie, vous allez au rayon médecine, et en fait, vous voyez que des livres de pseudo-médecine. Donc, tous les charlatans ont écrit un bouquin pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Donc le fait d'avoir écrit un bouquin, c'est pas un critère de compétence. C'est juste un critère qu'il y a un éditeur qui a trouvé que ça allait faire vendre du papier. Voilà. Donc, et tous les journalistes que je connais, ça m'est encore arrivé, j'ai donné une interview cet après-midi, aujourd'hui, et où on m'a demandé, est-ce que vous avez écrit un livre que vous voulez qu'on cite? C'est vraiment ça le critère. Donc non, c'est pas un bon critère. Et donc effectivement, les médias ne mettent en avant que des gens qu'ils ont vus dans d'autres médias, que des gens qui ont écrit un livre et les éditeurs ont envoyé un livre aux médias, donc comme ça on en a connaissance, et puis en fait ils régulent leur actualité sur la base des bouquins qu'ils reçoivent. Donc c'est un système qui s'auto-entretient, mais ils n'ont pas du tout le réflexe de se dire, ok, j'ai un sujet que je veux aborder, la parentalité, le time-out, etc., qui, en France ou dans le monde francophone, est un expert scientifique international de ce sujet-là. Bon. Ça devrait être le bon réflexe, en fait. Mais c'est plus compliqué parce qu'il faut comprendre comment on identifie un expert scientifique sur un sujet. Il faut aller vérifier ses publications scientifiques, etc. Donc ça, les journalistes scientifiques qui couvrent des sujets comme physique, biologie, etc., ils savent le faire. C'est comme ça qu'ils procèdent. Mais ceux qui couvrent les sujets psychologie, éducation, parentalité, ce n'est pas des journalistes scientifiques. Et c'est souvent des gens qui font les pages société, les pages culture, etc. Tout le monde en parle de ces sujets, la psychologie et l'éducation. Du coup, les médias ne savent pas du tout identifier les experts et traiter ces sujets d'une manière un peu rigoureuse. Je m'inclus dedans, parce que vous avez souvent la critique sur les médias et les journalistes, mais c'est vrai, on fait déjà avec ce qu'on a des fois. Vous avez raison, on nous envoie des livres et donc on s'intéresse à des sujets. Ça n'empêche pas de faire bien son métier quand même, je le précise. Mais j'entends ce que vous dites sur le fait qu'il y a aussi foison de sources, de personnes qui interviennent et que des fois, on va au plus simple aussi. Et faire de la vulgarisation scientifique, ça prend du temps. C'est pour ça que j'aime bien le podcast, parce qu'on a du temps pour parler, vous avez le temps d'expliquer ce que vous faites comme recherche. Mais c'est des sujets qui sont hyper clivants et pas simples de naviguer à l'intérieur de ce domaine de l'éducation et de la parentalité. Bien sûr. Vous avez un autre domaine, vous avez plein de domaines d'ailleurs, de recherche et où vous êtes une figure de ça, c'est notamment sur l'apprentissage, comment le cerveau des enfants apprend, et vous donnez souvent des conférences sur ce thème-là. Qu'est-ce qu'on peut, en tant que parent, se dire qui sera le plus efficace pour que nos enfants apprennent bien à l'école, par exemple? Bon, vaste sujet. On va faire un cours. Mais... Donc, de manière générale, pour apprendre, il faut travailler, il faut faire des efforts. Donc, pour dire les trucs à nouveau, pour démarrer avec les trucs de base que tout le monde sait. Donc, pour que les enfants ils apprennent à l'école, déjà, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils soient attentifs à ce qui est enseigné. Et puis, effectivement, ils ont des devoirs à faire et donc il faut qu'ils les fassent à la maison. Donc, voilà, si on resitue les choses au niveau des parents, souvent... Le principal enjeu des parents, c'est de s'assurer que les enfants font correctement leurs devoirs à la maison. Et effectivement, ça peut avoir un impact assez important sur la scolarité. Et par ailleurs, ça peut être aussi d'aider leurs enfants à apprendre si les enfants ne savent finalement pas vraiment comment apprendre. Et ça aussi, c'est un enjeu, savoir comment apprendre. En principe, maintenant, ça fait partie des programmes. Ça fait partie du socle commun depuis 2013. Donc, tous les enseignants, notamment à l'école primaire, sont censés enseigner aux élèves comment apprendre. Sauf qu'on n'a pas encore donné aux enseignants la formation qui leur permettrait d'enseigner ça. Donc, on est encore un petit peu en peine sur ce sujet-là. Donc, à l'heure actuelle, encore, la plupart des
des élèves ne reçoivent pas un enseignement là-dessus. Et ça revient un petit peu aux parents, finalement, d'essayer d'aider leurs enfants. Donc, pour moi, je dirais au niveau du parent, voilà, il y a 2 sujets. Il y en a un, s'assurer que les enfants font bien leurs devoirs. Et ça va. Il y en a certains qui vont se mettre au travail spontanément tout seuls. On leur dit tous les jours, tu fais tes devoirs en rentrant, et ils le font, et il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres pour lesquels ça va être beaucoup plus compliqué de se mettre au devoir parce qu'ils préfèrent aller jouer au foot ou aller faire des jeux vidéo ou plein d'autres choses, faire tout sauf les devoirs. Donc là, il y a un problème de comportement, effectivement, en tant que parent, s'assurer que on va enseigner à l'enfant ce comportement d'étude systématique. Voilà, je rentre, je prends mon goûter et je me mets à mes devoirs avant d'aller chercher les gratifications, les jeux vidéo ou la lecture ou n'importe quoi. Donc il y a une routine à acquérir qui peut s'acquérir exactement selon les principes qu'on a déjà évoqués. Voilà, on veut que l'enfant il acquiert un certain comportement, faire ses devoirs en premier, et donc il va falloir récompenser ce comportement jusqu'à ce qu'il devienne quasiment automatique. Enfin, il faut qu'il devienne automatique, il faut que ça devienne une routine. C'est comme les routines du coucher. Enfin voilà, il y a des routines qu'il faut acquérir. Donc on les enseigne s'il le faut, on les entraîne s'il le faut, on les récompense autant que nécessaire jusqu'à ce que ça soit totalement automatique. Et puis après, voilà, il y a sur le contenu, certains enfants, on leur dit d'apprendre des tables de multiplication ou d'apprendre une poésie, ils vont y arriver tout seuls. On ne sait pas comment ils font, mais voilà, ils se le répètent, etc. Et ils y arrivent. Et puis il y a d'autres enfants pour lesquels ça va être beaucoup plus difficile, ils ne savent pas apprendre leurs cours. Et donc eux aussi ils vont avoir besoin d'aide. Et donc là on va dire le résultat clé qui sort de la recherche, c'est que pour retenir quelque chose, d'abord quelque chose une connaissance qu'on a acquise, elle n'est jamais acquise pour toujours. On va finir par l'oublier. Et donc voilà, on oublie tout, c'est comme ça. Rien n'est gravé dans le marbre. Le cerveau, c'est pas le marbre. Donc tout ce qui est gravé dans le cerveau peut être effacé. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est apprendre les choses d'une manière qui contre l'oubli, qui ralentit l'oubli. Okay. Et donc, pour ça, il y a différentes manières de procéder. Et souvent, les élèves n'ont pas les bons réflexes, y compris jusque dans l'enseignement supérieur. Le premier réflexe, c'est de relire son cours. Et puis, si on a l'impression de ne pas encore bien le savoir, on va le relire encore une deuxième fois, puis une troisième fois, etc. Et on a l'impression que relire, c'est apprendre. Et on peut avoir cette sensation d'avoir retenu quelque chose quand on a terminé de relire son cours, parce qu'on l'a encore frais en mémoire, c'est en mémoire de travail. Mais en fait, le lendemain, on l'a plus en mémoire de travail. Donc, relire de manière générale, c'est pas une méthode d'apprentissage efficace. Donc, si on veut ancrer les choses en mémoire mieux que ça, en fait, ce qu'il faut, c'est faire l'effort de récupérer les connaissances en mémoire. Et ça peut se faire de différentes manières. Ça peut être en récitant, tout simplement. Ça peut être en se testant, en se posant des questions ou en faisant des exercices. Enfin voilà, toutes les activités qu'on peut faire qui nécessitent de récupérer l'information en mémoire seront plus efficaces que la simple relecture. Donc après, ça va demander plus ou moins de travail, c'est-à-dire que voilà, on a une leçon d'histoire géo à apprendre. Alors bon, déjà oui, il y a différents types de contenus. La poésie, on l'apprend par cœur mot à mot. Les tables de multiplication aussi. La leçon d'histoire géo, c'est pas tellement le déroulé mot à mot qui est important. C'est plutôt les concepts, les définitions, l'enchaînement des idées, la chronologie, la répartition spatiale. Donc là aussi, ce sur quoi il va falloir se tester, se questionner, c'est pas juste la suite des mots, c'est les concepts, les définitions, l'enchaînement logique des idées. Mais donc, pour un élève qui veut apprendre son cours, en fait, il faut qu'il mette en place des méthodes pour arriver à s'interroger lui-même sur le cours. Donc, il y a plusieurs manières possibles. Pour les faits élémentaires, on va dire, on peut se faire des cartes double face avec la question d'un côté et la réponse de l'autre. Et puis, on peut se faire une pile immense de cartes pour toutes les leçons, si on veut. Et puis après, on passe les cartes en revue, on se pose la question, on ne regarde pas la réponse, on essaye de retrouver la réponse. Et une fois qu'on a sorti une réponse, on regarde au verso de la carte et on vérifie si c'est correct ou si c'est pas correct, on corrige si nécessaire, etc. Et puis on passe la carte en dessous de la pile et on prend la suivante, etc. C'est important à chaque fois d'essayer de faire l'effort de récupération en mémoire. C'est ça qui, si on répond bien, ça va permettre de consolider le souvenir.
Voilà, pour les leçons, les choses un peu plus abstraites, un peu plus complexes, bon, ben voilà, il y a des élèves qui se font des fiches pour extraire les idées principales, etc. Et après, on peut s'interroger sur le contenu de ces fiches. Il y a des élèves qui surlignent beaucoup leurs cours. Attention, le surlignage, ça peut être une activité intéressante si on fait vraiment l'effort d'essayer de trouver quelles sont les idées principales, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est fait de manière totalement superficielle, sans vraiment aller au fond des choses. Et à nouveau, il faut faire quelque chose qui oblige à récupérer en mémoire. Donc juste surligner, ça oblige pas à récupérer en mémoire. Après, il faut se tester sur ce qu'on a surligné, sinon ça n'a pas tellement d'effet. Donc voilà, il y a tout un tas de petites méthodes. Oui, peut-être mentionner une autre chose, c'est que s'être testé une fois, s'être questionné ou avoir récité une fois, c'est bien, ça contribue à ancrer la connaissance en mémoire. Mais une fois, on va quand même finir par oublier. Donc il faut le faire de manière répétée. Hein. Aucun souvenir n'est ancré de manière définitive. Et donc plus on va le récupérer en mémoire, plus on va le faire de nombreuses fois, et mieux il va se consolider. Donc, je peux apprendre ma leçon pour l'interro du lendemain. Bon, voilà, on le fait une fois. Mais on a aussi envie que la leçon elle soit encore sue pour le contrôle dans 2 semaines. Donc, on va devoir le réviser au moins une fois avant le contrôle à venir. Mais on a aussi envie de s'en souvenir le trimestre suivant. Hein, de manière générale, tout ce qu'on enseigne à l'école, c'est pas fait pour être retenu uniquement jusqu'à la date du contrôle. C'est fait pour être connu aussi une fois qu'on est sorti de l'école et être appliqué dans des contextes différents de l'école. Donc, on vise vraiment, il faut essayer de viser la rétention à long terme. Et voilà, pour ancrer les connaissances en mémoire à long terme, eh bien, il faut les réviser constamment, en fait. Il faut faire appel à elles constamment. Bon, ce qui est fait dans une certaine mesure automatiquement dans les programmes scolaires, puisque les programmes scolaires vont revenir sur chaque concept périodiquement, mais pas forcément à la fréquence optimale. Bon, voilà, les concepts d'histoire, on va les revoir tous les 3 ans, en gros. C'est sans doute pas suffisant. Au bout de 3 ans, on a beaucoup trop oublié. Donc voilà, il faudrait, pour chaque connaissance qu'on acquiert, s'assurer qu'on revient dessus et on les ressollicite régulièrement à un certain rythme. Est-ce que les écrans peuvent entraver l'apprentissage ? C'est aussi un des domaines de votre recherche. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ça fait peur aux parents. Qu'est-ce que c'est l'impact des écrans sur ça ? Oui, alors les écrans, c'est l'ennemi public numéro 1 en ce moment. Donc, on leur fait porter beaucoup de tous les malheurs du monde. Bon, c'est un petit peu exagéré. Les écrans sont pas... Bon, d'abord, les écrans sont pas intrinsèquement toxiques. Ils sont pas intrinsèquement mauvais. Les écrans, c'est juste un support. C'est comme dire le papier. Bon, il y a des bons livres, il y a des mauvais livres. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est pas le support, c'est le contenu et c'est l'usage qu'on en fait. Ça, c'est vraiment très important à dire parce qu'on ne parle que des écrans et ça veut strictement rien dire. Donc, voilà, il faut faire la part des choses entre les bons et les mauvais contenus et les bons et les mauvais usages. Il peut y avoir des usages très fructueux des écrans qui aident les apprentissages. Hein. Il y a plein. On peut améliorer l'apprentissage de la lecture grâce à des logiciels bien faits sur des tablettes, par exemple, hein, et plein d'autres choses. On peut aider des enfants en situation de handicap à accéder aux apprentissages avec des outils de médiation sur des tablettes ou autres. Hein. Donc, il faut surtout pas se priver de ça. Le principal inconvénient des écrans, c'est qu'on peut y faire plein de choses formidables et très attrayantes pour l'enfant, et que du coup, on peut y passer beaucoup de temps. Ce qui n'est pas en soi mal de passer beaucoup de temps à se divertir, mais ça va commencer à poser problème si ce temps devient tellement long qu'il va empiéter sur d'autres activités qui, elles, sont plus importantes. Donc voilà, regarder des vidéos sur YouTube, c'est pas forcément mal, et a fortiori si c'est des vidéos éducatives de bonne qualité, etc. Il y a des choses formidables, hein, il n'y a pas de problème. Mais même du pur divertissement, c'est pas mal de se divertir. Les enfants, ils ont besoin de se divertir, et les adultes aussi, donc c'est pas mal. Mais si vous passez tellement de temps à faire ça qu'il n'y a plus de temps pour faire les devoirs, et que ça fait qu'on s'endort très tard le soir et qu'on dort pas assez, là, ça devient un problème. Donc en fait, à mon avis, ce qui est important, c'est pas tant de se focaliser sur les écrans eux-mêmes que de recentrer notre attention sur ce qui est important pour l'enfant. Ce qui est important pour l'enfant, c'est d'interagir avec les autres, donc de parler avec ses parents, avec ses camarades, avec ses frères et sœurs, plutôt que de recevoir juste ce que lui dit la télé.
Donc il faut pas que la télé ni quoi que ce soit d'autre prenne le pas sur les interactions sociales. Voilà, ce qui est important pour l'enfant, c'est d'apprendre et donc de faire ses devoirs. Donc il ne faut pas que le temps passé sur écran ou le temps passé à jouer au foot, c'est pareil, prenne le pas sur le temps consacré aux devoirs. Voilà, et ce qui est important pour l'enfant, c'est de dormir suffisamment. Donc à nouveau, il faut que ni les écrans, ni le foot, ni les livres ne prennent le pas sur le sommeil. Donc, il faut que les parents soient vigilants à la qualité de l'environnement qu'ils fournissent à leurs enfants, à la qualité des interactions, au travail scolaire et au temps de sommeil. Pour moi, c'est vraiment ça les choses principales. Et si on fait attention à préserver ces temps-là, alors les écrans posent aucun problème en fait. Ils sont contenus dans le temps qu'on veut bien consacrer au divertissement. Et le fait qu'on dise que faire regarder un écran à un enfant le matin avant d'aller à l'école, ça modifie ses apprentissages ensuite. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Qu'est-ce que dit la recherche ? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est une référence à une étude qui a trouvé une corrélation entre le fait qui a trouvé que les enfants qui avaient un trouble du langage passaient plus de temps sur écran le matin avant d'aller à l'école. Mais bon, c'est une corrélation. C'était une étude qui avait différents problèmes. On peut pas en conclure grand-chose. Mais par contre, on peut dire, il n'y a pas tellement de justification qu'un enfant soit sur les écrans le matin avant de partir à l'école. Le matin, de manière générale, déjà, on les lève un peu tôt, les enfants. Il n'y a pas tellement de temps à perdre entre le moment où on se réveille et le moment où on les dépose à l'école. Donc, s'ils ont du temps pour passer une demi-heure devant la télé ou sur une tablette, c'est qu'on les a levés trop tôt. Enfin, il y a quelque chose à mieux gérer dans la famille, je pense. Et donc, pour moi, cette idée que certains enfants sont devant les écrans le matin avant de partir à l'école, c'est pas quelque chose qui a un effet négatif en soi, mais c'est plutôt un symptôme de quelque chose qui fonctionne pas parfaitement dans la famille. Pourquoi est-ce qu'on a levé l'enfant si tôt et pourquoi est-ce qu'on se sert de l'écran comme babysitter alors qu'on pourrait faire quelque chose de mieux avec l'enfant à ce moment-là ou alors qu'on aurait pu simplement le lever une demi-heure plus tard. Bon, il y a des enfants qui se lèvent très tôt aussi, faut les occuper, c'est vrai. Je peux concevoir que quand votre enfant se réveille à 5h du mat tous les jours, au bout de 2 heures, vous ayez besoin de quelque chose qui le maintienne calme 2 heures de plus. Ouais. Non, mais j'entends ce que vous dites. C'est vrai que logiquement, quand les enfants se lèvent à l'heure à peu près correct pour aller à l'école, c'est plus la course que l'inverse. C'est vrai. C'est vrai. En plus, si on en a beaucoup, ça majore le temps qu'on passe à essayer de les habiller, leur faire la petite déj et tout ça. On a beaucoup parlé de sujets assez divers. Vous avez plein de sujets de prédilection. On n'a pas du tout parlé des hauts potentiels, de TDA, parce que vous êtes aussi sur tous ces sujets-là, ou de l'autisme. Mais j'invite les gens à aller soit sur votre blog, Ramu-Méninge, ou sur le MOOC que vous avez en ligne. Il y a plein de ressources que vous donnez gratuitement et qui peuvent aider soit les enseignants, soit les parents, où vous faites part de vos dernières recherches et de ce qui se passe dans le monde scientifique sur l'éducation. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci pour votre temps. Merci d'avoir fait de la vulgarisation. Avec plaisir. D'ailleurs, il ne s'agit pas que de mes recherches. Je vulgarise bien au-delà de mes propres recherches. Comme tous les chercheurs, je fais des recherches sur des sujets assez focalisés, mais j'essaye de communiquer aussi sur les sujets dont je vois qu'il y a un besoin finalement. Il y a de l'intérêt, ça c'est vrai, vous avez raison. Il y a de l'intérêt pour la parentalité et l'éducation. Merci Franck. Je vous en prie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.